Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et un jour ce sera aussi et des abdos d'acier. Pour tous les nouveaux, je m'appelle Thibaut, je suis investisseur immobilier depuis 2011. J'ai beaucoup de biens avec un de mes amis, Michel, qui intervient de temps en temps sur le podcast. J'ai un long cursus universitaire en finance que j'ai réalisé dans 3 universités de 3 pays différents. Et j'ai 2 objectifs principaux dans la vie, en plus de ce podcast, c'est d'acheter 5 biens par an. Donc là, j'en ai déjà signé 4 cette année et je viens de recevoir la première version du compromis pour le 5e. Donc ça devrait peut-être bien se passer. Enfin, je suis assez confiant, mais bon, on sait jamais hein, avec l'immobilier. Et mon deuxième objectif, c'est de voyager un maximum. Donc je fais environ 10 pays par an. Là, depuis le début de l'année, je suis parti chaque mois et j'ai bien pour ambition que ça continue jusqu'en décembre. Voilà, donc ça c'est mes 2 objectifs, acheter 5 appartements, voyager un maximum. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de la semaine dernière où je vous ai parlé d'un de mes 3 objectifs qui était de retrouver une shape d'enfer, d'être en méga forme. Mais ça, ce sera ponctuel, j'espère que ce sera que cette année et qu'après je serai en super bonne forme pour tout le reste de ma vie. Alors que les 5 nouveaux appartements par an, et ben ça, je compte bien ne pas m'arrêter tout de suite. J'ai écrit 2 livres, un livre sur comment négocier les biens immobiliers. J'ai fait économiser déjà des centaines de milliers d'euros juste sur base des retours que j'ai reçus. Et un autre livre sur comment débuter dans l'immobilier. Les 2 sont sur Amazon, vous tapez Bye Bye Patron ou alors vous avez tous les liens dans la description. Si vous voulez être accompagné dans vos investissements immobiliers avec Michel, mon associé, on a créé un club d'investisseurs qui s'appelle le Club Invest. Pareil, tous les liens dans la description, clubinvest.fr sinon. Et dans lequel on a une dizaine de membres qui réalisent leurs premiers investissements au singulier ou au pluriel. Donc que vous soyez tout débutant, que vous n'ayez jamais investi, ou je pense jusqu'à 1 ou 2 millions d'euros d'immobilier, on pourra vous aider. D'ailleurs, félicitations à Kevin qui a signé son premier bien cette semaine, donc je suis super fier de toi, bravo, tu t'es vraiment bien accroché. Et maintenant, je pense que tu as vraiment un bon bien sous la main. Et à Jeanne, elle est entrée, donc c'était notre première femme en plus, elle est entrée dans le Club Invest, je pense que ça va faire 3 semaines. Et elle a trouvé un bien à Paris à acheter, et notamment grâce à Michel qui a un contact d'un agent immobilier qui a pu lui dénicher ce bien. Donc félicitations à vous deux, Jeanne et Kevin, et puis à tous les autres membres qui sont actifs toute l'année. Alors forcément, quand on achète des biens, il y a des périodes un peu où on visite, et puis ensuite il y a des périodes plus calmes quand on cherche le financement. Alors elles sont plus stressantes peut-être, mais voilà, c'est des temps qui sont plus longs. Donc pour cet épisode, grande première, on a un couple, à savoir Sarah et David, connus sur les réseaux en tant que DS Investissement. Donc eux, ils nous avaient été recommandés par Claire. Donc je vous invite à écouter l'épisode avec Claire, mettre la loi de son côté pour éviter les impayés, donc qui était paru, je pense qu'il y a 3 semaines environ. Direction la Bretagne, plus particulièrement le Morbihan. Alors c'est vrai que je suis jamais allé dans cette région, donc j'ai bien pour projet d'y aller récemment. J'étais sur tous les continents, mais j'ai jamais été en Bretagne. Donc on va voir avec eux les intérêts d'avoir été livreur de pizza quand on est investisseur, comment ils s'organisent en tant que couple dans leur phase d'investissement et notamment de quelle façon ils gèrent les visites, les devis, le suivi de chantier. Comme toujours, une bonne dose de mindset et une bonne source de motivation. Vous allez voir, ils ont acheté vraiment pas mal de lots et assez rapidement. J'espère que vous avez apprécié. J'avais publié, alors c'est très rare, mais 2 épisodes la semaine dernière. Le premier, c'était donc sur mon défi à 5 000 € de perte de poids. Et le second, c'était avec Joanne de Mobimo, qui a une solution pour déléguer totalement l'ameublement d'un appartement, ce qui peut être très intéressant quand on fait du meublé, du LMNP, du LMP, même qu'on a des colocations. Voilà, je vous invite à les écouter si ce n'est pas fait et n'hésitez pas à revenir vers moi. Avant de démarrer, 2 dernières choses. Bah oui, j'ai toujours plein de choses à vous raconter. La première, c'est que j'ai créé, ça fait un bon mois, un canal Telegram. Donc Telegram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un équivalent de WhatsApp, mais qui préserve votre vie privée. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. On a 150 membres à l'heure actuelle. En fait, dans ce canal, j'ouvre un sujet et après, les 150 membres peuvent commenter. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai présenté un de mes projets immobiliers, un de mes biens que je possède en fait. Et donc, j'ai donné tous les chiffres, combien je l'ai payé, combien je le loue, où est-ce qu'il se situe. Et on a d'autres membres qui ont commenté avec leur projet, avec tous les chiffres. Donc, Damien, aka Fury Construction, qui est passé sur le podcast. Lara aussi qui est passée sur le podcast, un autre Damien, Guillaume et Joris, merci. Voilà, si vous voulez voir les projets des gens, en plus ils ont vraiment indiqué les lieux où ils avaient les biens. Donc ça permet de se faire une bonne idée. Il y a eu des biens du Grand Est, c'est vrai que moi je connais
j'en connais quand même quelques-uns des investisseurs du Grand Est. J'ai l'impression que sur les réseaux, etc., ils sont moins présents. Donc là, ça m'a fait super plaisir de voir qu'il y a des investisseurs du Grand Est parce que c'est aussi de cette région dont je suis originaire. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, ça va, franchement, je fais une intro qui est assez courte, je suis assez fier de moi. C'est en fait ce que j'adore que vous fassiez et vous avez vraiment bien joué le jeu. C'est quand vous écoutez un de mes podcasts, vous prenez une photo de l'endroit où vous êtes et ensuite vous me taguez en story. Alors, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Donc là, cette semaine, il y en a par exemple, il y avait Imo Locatif Invest qui a partagé pendant qu'il faisait à manger. Fury Construction, donc Damien, voilà, pareil. Jennifer Duroy, IAD France, Anto Imo, Dad Investor, Technophile, BL Imo. Donc il y en a, ils faisaient du sport, il y en a, ils faisaient leur footing, comme Vince l'Audacieux, Libre Monsieur à la salle de sport. Et ça se voit que tu fais de la muscu. Hein. On a vu les photos à la piscine. Quand on voit des photos de gens torse nu, en général, c'est qu'ils sont baraqués. Hein. Ou Romain, GTH, voilà, riche de liberté, aussi un petit footing. Green Eyes Universe. Alors elle, vraiment, elle se donne à fond. Donc félicitations à toi. On voit qu'elle charbonne dur. Marjorie, aussi dans la forêt. Marjorie, elle sera sur un des prochains podcasts. Donc Marjorie, elle a fait de l'haltérophilie. Je crois qu'elle en fait encore. Et puis elle a lancé son studio de pilates. Voilà, c'est un épisode que j'ai déjà enregistré, qui est super bon et qui sera publié dans les prochaines semaines. Et enfin Arnaud, l'Alsacien, et le réfugié de la salle. Donc voilà. Super, merci à vous. Donc vous prenez une petite photo de l'endroit où vous êtes et puis après je vous repartagerai en story, vous me taguez sur Instagram, bye bye patron. Ça fait trop plaisir parce qu'on voit les chiffres d'écoute. Voilà, bien sûr, maintenant il y a plusieurs centaines d'écoutes chaque jour, mais entre voir les centaines d'écoutes par jour et l'endroit où vous êtes, ça fait vraiment trop plaisir. En plus c'est les vacances, donc il y avait plein de personnes qui étaient dans des endroits idylliques. Voilà, je pense que on a fait un bon tour. N'hésitez pas, comme toujours, commenter, liker, noter sur Apple Podcast et Spotify. J'ai pas eu de nouvelles notes cette semaine, donc n'hésitez pas à remédier à cela. On se retrouve de l'autre côté avec David et Sarah. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on n'a pas un invité, mais deux invités. On a mis le cap sur l'ouest, donc on est avec David et Sarah. Salut, comment est-ce que ça va ce dimanche matin? Ouais, très bien, et toi? Ça va. On a dû sécher la messe, hein. On espère que ça ira quand même hein, pour pouvoir enregistrer le podcast. Téléfoot. Voilà, et téléfoot, c'est au choix. Hein. Ça dépend quelle semaine vous avez passé. Soit vous n'avez pas fait assez de sport, soit vous avez... soit vous avez pêché. Bref, c'est vrai que parfois il faudrait aller à la messe quand on voit les offres qu'on envoie. J'ai un peu la vision divine, punaise. Non, mais ça se fait pas. C'est une vieille et tout. T'as pas le droit de négocier autant. Tu cherches du viager. Voilà, je cherche du viager. Tu sais, t'analyses un peu le profil. Ouais, elle boite et tout. Elle fera pas longtemps. Écoutez, si vous voulez vous présenter rapidement, donc c'est Claire qui nous avait à la fin du podcast avec Claire, j'avais demandé quel invité elle recommanderait et elle vous a nommé. Donc si vous pouviez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, et c'était un peu mon cas. Enfin, on suivait de loin sur les réseaux et puis là maintenant, voilà, c'est chose faite. Ok, je commence. Vas-y, je t'en prie. Honneur aux dames. Hein. Donc, moi, c'est Sarah. J'ai 36 ans. Je suis maman de 2 enfants. D'ailleurs, on en parlait juste avant. Et je suis conseillère en immobilier donc au sein d'un réseau depuis maintenant 2015. Donc, j'exerce essentiellement sur le Morbihan. Voilà. Et donc moi, David, 31 ans, je suis négociateur immobilier, donc au sein d'une étude notariale. Voilà, je vis avec Sarah depuis maintenant 5 ans, et puis je travaille dans le Morbihan également. Ok. Donc pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous inviter? C'est parce que vous êtes investisseur en couple et j'avais pas encore eu d'invité justement en couple. Alors bon, forcément il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en couple. C'est toujours un peu la double face hein.
quand tu commences à gérer beaucoup d'appart, soit ta copine elle s'y met, soit en général ça se passe pas super bien. Donc, Ouais, bon, c'est ça. Parce que Je pense qu'il faut être dans la même mouvance, quoi. Vraiment. ouais, c'est ça. Sinon, c'est trop compliqué. C'est Ouais, vrai c'est que très dur et après. c'est important on en parlera un peu plus tard, mais oui, d'avoir des objectifs un peu communs et puis de partir peut-être du même point. S'il y en a un qui a beaucoup plus que l'autre, forcément, ils vont peut-être pas. Ça va être dur de se mettre, je pense, sur la même longueur d'onde. Et j'ai vu que le podcast s'appelle Bye Bye Patron, donc souvent, on est jeune, on est plein de bonnes intentions et d'illusions, et on se dit que on va avoir un super boulot et qui nous remplira de bonheur. Puis les premiers boulots, ils sont souvent un peu moins fun que ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être les jobs d'été ou vos premiers jobs que vous avez fait? Ouais, on va commencer par moi. Donc moi j'ai fait livreur pizza pendant 1 an. Et après je suis devenu je suis monté en grade, je suis devenu pizzaiolo, chef livreur. Après ce qui m'a permis, c'est vrai qu'on échangeait avant le podcast, avant d'enregistrer, et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis un petit peu de mieux connaître aussi la ville où on a pu investir. Des secteurs aussi, ça peut être intéressant, et je pense que tu parlais de ça tout à l'heure. C'est vrai que tu as certains investisseurs qui ont été livreurs au préalable, et à mon avis, pour connaître les bonnes adresses, là où il faut pas investir, là où il faut investir, ça peut être très formateur, très intéressant. Ouais. Donc, en plus, tu rentres dans les copros. Enfin, surtout à l'époque, maintenant avec les Uber Eats et tout, ils rentrent plus, mais à l'époque, tu rentrais dans les copros, parce que dans les souvent, tu vois des copros, copros de l'intérieur et de l'extérieur, et c'est pas du tout pareil. Et puis tu vois un peu les cages d'escalier, enfin, voilà. les populations et tout, ouais. Romain, là, dans les auditeurs, il avait aussi fait ça, et puis c'est vrai que ça peut être utile. Et moi, je cours, ça fait pas très longtemps, enfin, ça fait peut-être 4-5 ans que je cours, et en fait, tu découvres plein de trucs en courant dans ta ville, tu vas dans des coins où tu t'as pas l'habitude d'aller, tu regardes, tu lèves la tête, tu vois les panneaux à vendre et tout. De temps en temps, je m'arrête, je fais une photo. Après, j'essaie de retrouver l'annonce sur le bon coin. Donc, c'est pas livreur de pizza, mais ça permet vraiment de découvrir des rues dans lesquelles t'as pas l'habitude d'aller, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un conseil que je peux vous donner. Et toi, du coup, ton job d'été? Moi, c'est rien de très fun. Hein. J'ai travaillé à l'usine, je devais avoir 18 ans, je pense. Donc, par contre, je faisais toutes les vacances. Vacances d'été, les vacances de la Toussaint, Noël, tout ce qui suit. Ça payait les études, hein, c'était bien. Les grandes études que j'ai faites, d'ailleurs. Et je travaillais dans une usine, en fait, on faisait de la fabrication de gâteaux. Donc, j'ai envie de dire, il y a pire quand même comme job, c'était pas désagréable. Ça nous poussait quand même à aller au boulot. Et on prenait un peu de poids de temps en temps pour manger. C'est marrant. J'avais aussi été dans une usine. Il faisait super chaud, moi, dans l'usine de gâteaux, là où je travaillais, je me souviens. C'est chaud, mais par contre, ça sentait plutôt bon. Et, c'est certains jobs, ouais, c'est clair. Parce que moi, la boîte où j'avais fait, je travaillais l'été, ils faisaient aussi des flûtes au fromage, là, les trucs d'apéro, et ça puait à mort le l'entrepôt, quoi. Ça sentait le fromage à fond. Donc ouais, selon la chaîne sur laquelle t'étais, c'était pas pareil. Top. Et donc si vous êtes ici, c'est pas pour parler gâteau, mais plus pizza. C'est plutôt pour pour vous raconter un peu votre parcours d'investisseur, de ce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Vous avez investi assez vite et assez massivement. Comment ça vous est venu? Est-ce que vous êtes en couple depuis combien de temps? 5 ans. On s'est rencontrés en 2017. Et à l'époque, vous aviez pas d'appartement en locatif, hein? Alors non, moi j'avais ma résidence principale. J'avais acheté mon appartement en 2017. Juste quand on s'est connus. Ouais, juste avant de se connaître. En fait, je venais de l'acheter. Il y avait quelques mois que j'étais propriétaire. J'avais réalisé des travaux et puis j'y habitais, quoi. Ok, top. Pas très longtemps. Et ensuite, comment ça Ouais, pas très. Parce qu'après, du coup, après, je suis allé vivre avec Sarah et en fait, j'ai mis mon appart en location, quoi. Ah oui, du coup, ça a été quand même ton premier. Ouais, en soi. Premier locatif sans le savoir, quoi. Ouais, mais j'avais fait un prêt sur 13 ans. T'avais fait des folies. Après, sur 13 ans, c'était le délire d'aller le plus vite possible. Après, j'avais pas acheté très très cher et j'avais un taux d'intérêt qui était vraiment très bas. J'étais à 0,97, je crois. C'était pas mal. Ouais, puis les travaux, tu fais pas les mêmes travaux quand c'est pour toi ou quand c'est pour louer, quoi. Donc, Alors, au final, on est un peu resté sur la même gamme.
après, j'étais passé par en tout cas un plaquiste qui était un petit peu plus cher que celui qu'on fait intervenir aujourd'hui, quoi. Mais c'est tout. Ouais. Mais t'avais pas craqué à mettre, je sais pas, du parquet massif qui. Non, il y en avait déjà. Il y en avait déjà. Okay. J'avais fait franchement un bon coup et c'était en fait la chance, et on pourra en parler tout à l'heure. C'est vrai que acheter en 2016-2017 sur des villes intermédiaires qui ont connu une croissance assez folle avec le Covid et même au préalable avant le Covid, c'était quelque chose que j'avais acheté très peu cher. Et pour te dire, en fait, par exemple, je l'avais acheté 40, je l'ai revendu 80, et là, il a été revendu par la personne qui l'a acheté 80 cette année, il a été revendu 130. Tu vois? 130 000 euros, un appart que tu as acheté 40 000 euros il y a 5 ans. Ouais. Encore un appart à moins de 50 000, on en parlait tout à l'heure. Mais... C'est fou, hein? Ouais. L'explosion du marché a fait que en 5 ans, bon, ça a triplé, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai des apparts dans des villes moyennes qui ont fait à peu près x2, je dirais, déjà, dans cette période. Mais là, c'est impressionnant, là. C'est plus que x3. Alors, c'est pas tout à fait x3 parce qu'il faut compter les travaux. En fait, c'est du x2. Ouais, non, mais même, enfin, je veux dire, c'est quand même impressionnant. De 40 à 130. Je pense que les fonctionnaires qui nous écoutent, vos points d'indice, je crois pas qu'ils aient fait x3 en 5 ans, là. Ou, tous les salariés, hein, si t'as 5%, t'es content. Ouais, Ok. Et donc, le déclic de l'investissement locatif, comment il est arrivé? Le déclic, en fait, moi, toutes les semaines ou tous les 15 jours, en tout cas, je prends un café avec mes collègues. Et j'ai un collègue qui a commencé à m'expliquer sur le coin d'une table le principe de la location meublée non professionnelle. Donc, il m'a un petit peu déchiffré tout ça rapidement. Et on en a parlé, en fait, moi, quand je suis rentrée le soir à la maison, j'en ai parlé tout de suite à David. Et on s'est dit, c'est super, y a plein du pognon à gagner. Des gros billets, voilà, c'est ce qu'on veut. Et du coup, après, on s'est très vite mis à la recherche d'un bien. Ouais. Et je crois qu'on a acheté peut-être 3 mois après. Ouais, 3 mois après, on était propriétaire d'un bien. Et on a acheté au-dessus de l'appartement que j'avais. Voilà. Ok, top. Vous connaissez bien le secteur. Qui a connu à peu près la même croissance de prix, forcément. Ouais, exactement, ouais, même croissance de prix, ouais. Et en fait, l'idée c'était que quand j'habitais dedans, dans mon appartement, je voulais faire un duplex. Si tu veux, je voulais acheter au-dessus. Je savais qu'il y avait un grenier, mais je savais pas qu'il y avait un appartement déjà fait. Et en gros, je savais qu'il y avait un grenier et je voulais récupérer cette surface pour faire une chambre à l'étage. Et en gros, je voulais faire une trémie, etc. Et donc, je m'y étais intéressé et j'avais pas vu le bien. Et en final, on avait demandé à visiter. On s'est dit, mais ouais, ça peut être top. Et on a fait une offre. Tu vois, tu parlais d'aller à la messe. Je te laisse dire quel prix on avait fait. Ouais, alors faut préciser, c'est que du coup, c'était pas un simple grenier. Au dernier étage, il y avait 130 mètres carrés de plateau avec déjà un appartement qui avait été créé. Et l'appartement, il était resté dans les années 70. Il n'avait pas bougé depuis. Moquette partout. On avait la totale. Et en fait, c'était en vente depuis, je pense, une dizaine d'années au prix de 120 000 euros. Ouais, 10 ans quand même. 160 au départ. 160 au départ, et puis après c'était affiché à 120 quand nous on a été le visiter. Et en fait, on a fait une première offre, je crois que c'était à 40 000 euros. Ouais, bien, c'est beau ça. On appelle ça les offres de bâtards. Ouais, mais c'est beau, c'est ce qu'il faut. C'était le moment où jamais Bah écoute. Bon, on l'a pas eu à 40 000 non plus. On va pas faire les malins. Ouais, mais au moins ça met, ça met le là, quoi. Ça dit bon, écoutez les gars, on va repartir sur des bases plus saines, quoi. Et puis après, en général, si le gars il te frappe pas, t'as quand même gagné. Quand tu fais une offre comme ça, si le gars il part pas en courant ou qu'il a pas envie de te tuer, tu sais que. Ouais, c'était notre voisin. Sa sœur était notre voisine, ouais. Ouais. Et au final, on l'a eu à 50 000 euros. 50 000, voilà. 55 000, ouais. Et donc, on a fait 3 appartements. Ça a été notre premier investissement. Et en gros, c'est ce qu'on disait. Donc au même titre que Claire, on est intervenu à Angers. Et sur notre intervention, on parlait vraiment de l'importance du premier investissement. Et c'est vrai que soit il peut vous freiner, soit il peut te freiner, soit il peut vraiment te propulser à continuer. Et ça a été en fait notre schéma. Il nous a mis un bon coup de boost. Il a mis un super coup de boost, quoi. On a fait 3 apparts, on a eu un coût de revient à un peu plus de 160 000 euros. Ouais. On avait une super renta. Enfin, nous, on estimait que c'était une très bonne renta. On était à 12 points. Ouais, 12%. Donc, pour commencer, c'était plutôt pas mal et ça nous a donné confiance en nous aussi, quoi.
Ouais, confiance en nous, confiance en l'investissement, confiance avec son interlocuteur bancaire. Le banquier. Voilà, donc ça crée une confiance. Et puis après, en plus de ça, donc ces 3 appartements-là, faut savoir qu'on les a revendus assez rapidement et on a fait l'équivalent en L'appart qui était déjà existant, on l'a revendu au bout d'1 an. Et les 2 qu'on avait créés, en fait, on les a revendus au bout de 2 ans. Donc 2 ans après l'achat. Et oui, on a fait une plus-value de 140 000 euros, je dirais. Je crois que c'est ça à peu près. En tout, en totalité. Je réfléchis. En plus-value brute. Faudrait enlever les... Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'importance d'acheter au bon prix, parce que si vous aviez acheté à 160 000 le prix proposé à la base, en fait, vous auriez rien gagné, quoi, sur le. Ouais, même peut-être perdu de l'argent, ouais. Donc, ouais, et c'est vrai que les premiers invests, ils sont importants. Et c'est pas là, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être que vous allez me dire l'inverse, mais moi, j'ai pas fait des trop mauvais achats. Bon, les prix ils ont monté aussi. Mais maintenant, à la limite, j'accepte des invests un peu, enfin, en tout cas, moins rentables, parce que moi, j'essaie toujours d'en empiler. Mais, vu qu'au début, t'es super formé, t'es super focus. Moi, j'avais tout négocié, mes premiers apparts, vraiment, les frais bancaires. Par exemple, moi, je négocie plus les frais bancaires, je veux juste avoir l'argent. Mais à l'époque, j'avais vraiment tout négocié. J'avais fait des offres massacrées parce que je savais qu'il fallait pas me rater, quoi. Et puis maintenant, je sais que moi, j'essaye d'acheter 5 apparts par an. C'est mon objectif. Donc, maintenant, je suis un peu plus, voilà, j'en ai revendu, donc j'ai un peu du cash de côté. Donc même si, voilà, c'est un peu, parce que c'est vrai que les premiers, c'est en centaines d'euros de cash flow qu'on raisonne. Puis après, t'encaisses 140 000 euros de plus-value. Bon, tu te dis si, l'important, voilà, c'est peut-être de faire un peu du volume, quoi. Mais c'est super important, mais c'est pas forcément les pires achats, en tout cas, moi, que j'ai fait, mes premiers achats. Il y en a un où je me suis raté, je le sais maintenant. Une copro, voilà, un peu compliqué, mais sinon, ouais, c'est avec l'expérience, parfois on fait des trucs mieux, parfois des trucs un peu moins bien, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on a ce côté confort. Et c'est un peu là où, en fait, on est un peu moins bon. C'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau, et en fait, au final, tu as raison de dire, on veut que l'argent de la banque, et après, derrière, des fois, on n'anticipe pas des choses alors qu'on l'aurait fait au tout départ. Parce que justement, avec cette crainte de se rater, et maintenant, vu qu'on a réussi dans nos premiers investissements, en tout cas, ça a été un retour assez positif, et en gros, sur les prochains, on a tendance à être un petit peu plus laxiste sur certains points. Ça, c'est vrai. On sait éponger les erreurs, surtout. Ouais, on sait, exactement. On sait qu'on va pouvoir éponger les erreurs. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, exact. Et tu vois, j'ai une anecdote à ce sujet avec mon associé. Une fois, c'était à Strasbourg, on nous propose en off un appartement de 25 mètres carrés. Et on le visite, et nous, on a l'habitude de visiter des apparts. On regarde tout, on regarde la chaudière, le chauffe-eau, on teste tout, on regarde tous les PV d'AG, on regarde vraiment tout, j'appelle même des conciergeries, je voulais faire de la LCD et tout. On se met d'accord sur le prix. Et en fait, le gars qui nous l'avait proposé en off, il nous avait dit que l'appart, il faisait 25 mètres carrés. Et nous, on avait tout vérifié, ce qu'on vérifie tout le temps, quoi. Et à la fin, je dis à mon pote, mais cet appart, il fait pas 25 mètres carrés, il est plus petit que ça et tout. Et en fait, c'était la base, quoi, la taille, surtout sur des surfaces comme ça, quoi. Et il me dit, non, il fait pas 25 mètres carrés. Je dis, mais putain, on fait nos calculs de renta, de revente et tout sur ça depuis avant. On avait fait des offres, le mec, il avait accepté et tout. Mais vu qu'on n'avait pas eu les diags, vu que c'était en off, on n'avait pas vu d'annonce et tout, quoi. C'était juste, je sais pas, on nous l'avait dit oralement. Ouais, l'appart, il doit faire 25 mètres carrés. Il en faisait peut-être que 21, tu vois. Donc, en fait, on était pas bon du tout dans le, et, tu vois, à force d'avoir fait quasiment une checklist, en fait, ouais, tu regardes pas ce qu'il y a de plus important, Putain, le plus important, là, il pas regardé, quoi. Et, donc voilà, faut toujours essayer de rester aux aguets, hein, parce que là, en plus, on était deux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est mais ça. quand t'es deux, le risque, ouais. En fait, quand t'es deux, soit il y en a un qui va voir. Quand t'es deux, soit il y en a un qui va voir, soit tu vas penser que l'autre, tu vois, il va checker et en fait personne check, quoi. C'est un peu ça notamment les diags et tout. Moi, pardon. Ouais, non, je dis ce qui est bien, c'est que t'as quand même toujours quelqu'un à accuser, même quand c'est toi qui as fait les... Ah ouais, tu peux toujours te blâmer l'autre.
C'est vrai qu'en effet, tu as raison de dire que au final, quand on est deux, c'est vrai qu'on aurait tendance à checker, comment dire, tu penses que l'autre a checké et en fait, au final, aucun ne l'a fait. Après, nous, le fait de vivre ensemble, à un moment donné, vu qu'on parle IMO pas 24/24, mais pas loin, parce qu'on adore ça, on adore notre métier, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Et clairement, en fait, au final, on se rend compte qu'on n'oublie pas grand-chose. Là où on va être mauvais, et c'est peut-être ma faute, c'est que on a tellement envie moi, j'ai vraiment envie de progresser. On a vraiment envie de progresser de la même allure. Et l'idée, c'est que, en effet, sur les investissements qu'on a pu faire, des fois, au niveau des travaux, notamment, on va sous-estimer les travaux. Ah, toi, tu sous-estimes. Ouais. C'est vrai que t'as pas le compte dans l'œil pour ça. Ouais. Ouais, la bonne technique, c'est tu fais un chiffrage et tu multiplies par 2, quoi. À peu près, c'est ça. Enfin, surtout pour le temps. Mais si tu 10 veux, points. on peut faire 10 points. x2, au moins on est là. Non, mais pour le temps, par contre, c'est vrai que pour les délais, tu vois, moi, j'ai souvent, après, ça dépend des régions et des artisans. Moi, je négocie pas trop les devis. Mais par contre, je leur dis, vous pouvez finir quand? Alors, ils sont toujours optimistes. Admettons, ils me disent juin. Je dis, OK, à partir de fin juillet, c'est 100 € par jour si vous avez pas fini. Et les gars, ils sont toujours optimistes, ils me le signent et tout. Et t'inquiète qu'au 15 juillet, quand on commence à s'approcher de la date, ils ont plus que ton chantier en tête parce que ouais, sur la date limite. Parce qu'ils savent, quoi. Et donc t'as le prix. Oui, bon, x2, c'est beaucoup pour un chantier, mais c'est sûr qu'il y a toujours des imprévus. Et puis celui qui te fait le chantier, il vient faire un devis, je sais pas, pendant 1 heure. Ça dépend de la taille de l'appartement. Et puis après, s'il passe 2 semaines dans l'appart, il va avoir des trucs qu'il a pas vu en 1 heure, hein, forcément. La bonne technique, c'est éventuellement de demander à tes artisans. En général, on passe souvent avec les mêmes équipes. Enfin, moi, on passe souvent avec les mêmes équipes. Et on demande un peu à charger maintenant. Moi, je demande à charger un peu la barre. En gros, de mettre 3-4 000 € de plus, comme ça au moins nous on envoie une enveloppe au niveau de la banque, et comme ça toutes les marges d'erreur qu'on pourrait avoir ou les oublis, en général ils sont compensés par justement ce qu'on avait pris en plus, quoi. Ouais, très bon conseil. Je vois jamais de moins-value sur les factures. C'est bizarre. Oui, t'as jamais le retour de l'artisan. Ah oui, je vous avais chargé, et puis en fait. Ouais, c'est hyper compliqué. Autrement, c'est pas mal, c'est tu demandes de charger un devis pour charger pour la banque justement, et après tu demandes de le revoir et justement de faire un devis au réel. Et donc en fait, t'as fait une demande un peu plus chère, et lui, il a fait son devis où il s'est aligné sur les tarifs actuels, quoi. Et comme ça, au moins toi, t'es bon. Et tu as une marge d'erreur avec ce que tu as emprunté en plus. Ça, c'est pas... C'est ce qu'on a fait sur le dernier. Puis de toute façon, il faut toujours renégocier quand même ces devis, surtout quand tu leur laisses gérer plusieurs postes. Nous, on essaie de renégocier les devis, l'ensemble. Ouais. Ok. Non, c'est pas toujours facile. Nous, ça dépend. Hein. Franchement, j'avoue que ça dépend. Mais souvent, on travaille avec les mêmes, et pour l'instant, il est pas trop... gourmand, on va dire. Donc ça va. Et après, ces suppléments, par contre, c'est ça. Tout le temps, on a des suppléments. Ce qui dit oui, il y a ça. Puis ça, on s'arrange. Et voilà. De temps en temps, on a des espèces qui traînent. Puis on dit, bon, en fait, en espèces, c'est moins cher que... c'est vrai que en effet, mais pour les suppléments, pas pour les travaux. Bien sûr, ça va de soi. Non, mais après derrière, comme tu le dis, et tu dis que c'est toujours le même, et c'est vrai que nous, pareil, Sarah et moi, on s'est dit, en fait, vaut mieux se fidéliser quelque part un petit peu avec les artisans. Après, on sait comment ils bossent, on sait qu'ils finissent les chantiers, parce il y a bon nombre de personnes, même qu'on suit sur Instagram, qui ont tellement eu de galères avec des artisans que nous, on n'en veut pas. Je préfère payer un peu plus cher et avoir quelqu'un qui finisse les travaux, quoi. Parce que moi, j'ai mon meilleur ami, un seul appartement, ça a été une galère parce qu'il est tombé sur un artisan catastrophique. Ouais. Et après, ça dépend de l'ampleur des travaux. Vous avez acheté un plateau, vous faites 3 apparts. Moi, en général, je fais pas des aussi gros travaux. Ça dépend des villes, en fait, je pense. Il y a combien à peu près le mètre carré dans la zone là où vous avez fait les trois apparts? Tu parles de quand on a acheté ou tu parles d'aujourd'hui? Quand vous avez acheté, à peu près. C'est simple, les appartements, on va dire, sur des états similaires, ils étaient aux alentours de 1 000 € du mètre carré.
Et aujourd'hui, Quand t'as acheté. ouais, Okay. quand on a acheté sur un état similaire, c'est-à-dire état travaux global à réaliser, en petite copropriété, centre-ville, c'était 1 000 € du mètre carré. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1 750 € du mètre carré. Sur un état similaire. Et par contre, sur un état similaire, là où on a, parce là que où la revente, on a revendu beaucoup plus cher. En fait, là, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que dans un état similaire où il y a beaucoup de travaux, ça a pris pas mal, mine de rien, ça a pris quasiment 75%. Mais là où ça a pris le plus, c'est dans un état similaire, mais travaux terminés. On était à 1 700 € du mètre carré à peu près, en gros, en 2017. Et aujourd'hui, on est quasiment en centre-ville, sur des petites surfaces, on est quasiment à 3 000 €. Donc c'est encore plus pris quand c'est terminé, en fait, qu'à poser les valises. Parce que c'est majoritairement ce que recherche la nouvelle génération. Si c'est bien décoré, si t'as juste les valises à poser, en général, ils mettent le prix. Ouais, bah top. Et donc maintenant, vous en êtes où? Donc, parce que là, vous avez 0 appartement là dans le récit pour l'instant. Vous en avez acheté 3. T'as vendu le tien. Vous avez vendu les 3. Voilà, et c'est tout. Bah merci. Voilà, 23 minutes de podcast. Non, on s'est pas arrêté là. Et puis on est des grands voyageurs, ce qu'on dit à chaque fois. Mais en gros, nous, on a acheté tous nos appartements, et nos immeubles dans un rayon de 50 mètres, je pense à peu près. Ouais, à peu près. Donc en fait, ce qu'on a fait juste après le plateau de 3 appartes, on a acheté l'immeuble d'en face. Enfin, c'était pas un immeuble, c'était une maison de ville, parce que nous, on est très division, ça t'as dû le comprendre. Donc du coup, on a acheté un immeuble et on a créé 4 appartements. On a fait 2 T2 et 2 T3 qui étaient exploités donc en meublé. Ensuite, on a racheté, alors dans le premier immeuble où on avait acheté notre plateau, là, on a racheté un ancien bureau. C'est ce fameux bureau qui nous a coûté 45 000 € à transformer donc en logement. Oui. Donc on a fait un changement de destination, bien entendu. Et celui-là, maintenant, il est exploité en location courte durée avec une renta où on est à plus de 26% là actuellement. On en parlait, Donc en euros, ça fait combien? Parce que quand on dépasse les 10%, ça commence à être compliqué. Donc 45 fois 26, ouais, ça fait, ça doit faire 150 €. Il nous coûte et il nous rapporte entre 1 200 et 1 500 € par mois, avec de la location courte durée. Donc ouais, l'équivalent d'un SMIC net. Donc celui-là, c'est la meilleure renta. Il nous fait le cash flow. Si vous bossez à l'usine. Ouais, c'est clair, ouais, c'est le petit. Ouais. Et donc, on s'est pas arrêté là, mais par contre, la LMNP, on a été obligé de la mettre de côté parce qu'on commençait à frôler le plafond. Du coup, on a acheté en SCI, donc tous les deux, et là, on a acheté carrément 3 bâtiments à coller. Là, on a 400 mètres carrés en fait qu'on est en train de découper. Donc, on a déjà fait la partie principale où on a fait 5 appartements. On a 3 T3 et 2 T2. Les T3 sont exploités en nu. Et par contre, les 2 petits T2 sont exploités en location courte durée et c'est pareil, ça cartonne. Ouais, ça cartonne. Il y a une demande assez folle. Il y a un cyclotourisme assez important en Centre-Bretagne et mais toute l'année en fait. Et on a été étonnés et tant mieux. Hein. Et en fait, il y a un manque important d'hôtels de qualité, quoi, je dirais, dans notre secteur. Oui, puis après, on a aussi beaucoup de professionnels qui viennent à la semaine hors saison. Donc en fait, on a un taux de remplissage qui est quasiment tout le temps le même toute l'année. Ce qui est bien, c'est que c'est pas saisonnier. On va pas louer que pendant les vacances et vacances d'été ou vacances scolaires en général. Donc c'est vrai que on est assez serein parce que pour l'instant, on a vraiment une bonne renta sur ces biens-là. Tout à fait. Donc après, sur cet immeuble, on a parlé de la partie principale. Là, on est en train de rénover aussi une maison T4 qui est à coller et on a gardé un grand garage de 80 mètres carrés où là, on est un peu en cours de réflexion sur cette partie-là. Ouais. Donc à voir. Donc l'idée, c'était une salle de réunion, mais ça peut évoluer. C'est ça. Donc là, on a acheté ça c'est sur la même ville. Et après, donc là, on a acheté un autre bien courant de l'année 2022. Donc un bien qui est un petit peu, on va dire, entre 2 axes, qui se rapproche de la côte au niveau du Morbihan, mais qui reste sur un secteur agroalimentaire. L'idée, c'est de faire du co-living. Et je pense que ta dernière question au niveau du podcast, ce sera qui interviewer. Et je pense qu'on te dira qui nous a un petit peu influencé sur cette stratégie. D'accord. Là, on est parti, donc c'est en cours de travaux. Donc, on va faire 5 chambres. 5 chambres de 17 à 18 mètres carrés avec chacun salle de bain, WC, un espace commun en bas,
Ils ont chacun leur cuisine, ouais. Un espace commun type salon en bas et une terrasse commune. L'idée, c'est de trouver en fait, souvent la grosse complexité, c'est que des structures agroalimentaires ou pas, mais des grosses structures industrielles ont du mal à loger soit leurs salariés, soit leurs cadres, et donc du coup, ils payent cher. Donc l'idée, c'est de s'associer, trouver un partenariat avec une boîte ou plusieurs boîtes pour qu'ils amènent leurs salariés dans nos logements. L'idéal, ce serait qu'une seule boîte, une seule structure, la totalité de la maison, et après en fait ils rétribuent les logements à leurs salariés, comme ça se fait. Ce sera le plus simple. Donc il y a ça. Ouais. Ensuite, on a acheté un terrain aussi encore plus proche de la côte, donc on se rapproche de Vannes dans le Morbihan. Et ça, c'est donc on a acheté un bois qui était à construire pour notre résidence principale. Donc on est aussi en train de construire notre résidence principale en même temps. Une cabane, c'est ça? Cabane, c'est ça, exactement. Cabane dans la forêt. Ouais, la cabane va être cool, je pense. Mais voilà. Et voilà. Et après, si, on a un autre projet en cours. Ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Ouais. On est en cours de montage. Il y a un gros projet avec un associé, on est en cours de montage. Voilà. Ok. Et le co-living, vous connaissez des gens qui en font déjà, du coup? Donc, je pense, là, l'invité dont tu vas parler. Je connais personne qui en fait. En fait, le concept, je connais. T'as une grosse boîte, la Colonies Capital, ils font un peu ça. Colonies, je pense. C'est ça. Je sais pas du tout. Alors là, en fait, vous, c'est des studios, c'est des studios avec un plus, en fait. C'est ça. Bah, pour ne pas le nommer, c'est Amaury Tardier. Ok. Amaury Tardier, qui, on est devenus amis. Vraiment avec le groupe. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce groupe-là, il est petit, mais on est vraiment devenus tous potes, en fait. On a un peu le même délire, on investit sur le même secteur et donc on s'entend plutôt bien. Et du coup, oui, c'est lui un petit peu qui nous a influencé sur le choix du co-living. Alors lui, il fait du co-living dans du neuf, mais nous, on fait du co-living dans l'ancien. Voilà. Ok. Oui, parce qu'en fait, par exemple, Colonies, là, j'avais écouté une interview. Eux, c'est vrai que le logement, le vôtre, ça a l'air différent, mais les leurs, c'est vraiment, en fait, ils peuvent faire que ça. Je veux dire, demain, si t'arrêtes vous, après, vous pourriez faire à la limite des studios, parce qu'en fait, il y a des salles de bain et des cuisines. C'est mais ça. Eux, vraiment, j'ai vu comme ils font c'est vraiment un bâtiment sur mesure pour, voilà, ils ont des chambres avec ou sans salle de bain, etc. Donc, c'est vraiment dédié à ça. Ils disent, du coup, c'est bien optimisé pour ça, mais tu peux rien faire d'autre. Comme pour la colocation, il y a des gens qui disent, en fait, les colocs, c'est quoi? C'est souvent, des gros apparts que tu divises, mais c'est pas toujours pratique. Enfin, ça n'a pas été pensé pour la coloc à la base. Donc, il y a des gens qui font vraiment. Donc, dans le neuf, je suppose que tu peux encore plus. T'as plus de marge de manœuvre, forcément. Ouais, surtout en termes de volume, quoi. Notamment les arrivées d'eau, les évacuations et tout, quoi. C'est ça. Enfin, nous, la maison, on fait en sorte de pouvoir la revendre en habitation, parce qu'après, c'est ça. Ce sera, je pense, plus simple à la revente, parce que le co-living, bon, après, on sait pas, ça peut peut-être énormément se développer et attirer une autre clientèle, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cœur de cible. Ouais, ou alors tu vends une renta. Ouais, exactement. Gens, voilà. Et on s'est dit, en gros, oui, en effet, tu disais ça, c'est-à-dire que nous, on a mis, comme tu l'as dit, c'est des petits studios, donc c'est-à-dire qu'en fait, si ça foire, l'envie de faire du co-living, et si ça ne marche pas, c'est possible, hein. Et après, derrière, on peut louer en logement classique, type studio, et à la limite, à la place du salon, on en refait un autre, donc ça fait 6 studios dans un centre-bourg. Et ça ira toujours au preneur. Donc à la limite, en fait, l'idée c'est ça, c'est on peut toujours basculer, quoi. Nous, on peut toujours éventuellement. Okay. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que et rien quand tu fais du locatif, c'est la base en fait. Soit tu peux prendre de la valeur et revendre, soit si le marché, parce qu'on n'a pas la main sur le marché, hein, si le marché il baisse, tu le gardes et puis ça se rembourse tout seul. Donc voilà. Et puis c'est pour ça, faut quand même essayer de bien acheter, mais. Tout à fait. Top. Et donc, je voulais voir avec vous comment vous gériez un peu à deux. Moi, j'ai un associé, donc bon, on n'habite pas ensemble, hein, mais je connais un peu la gestion des apparts à deux. Comment vous organisez déjà les recherches? Qui les fait? Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que déjà, alors je vais essayer d'organiser mes questions. Première question, comment vous faites les recherches? Deuxième question, est-ce que vous faites toujours tout ensemble? Et troisième question, parce que tu vois, avec mon associé, nous,
on fait par exemple, moi j'envoie des offres sans qu'il ait vu les apparts, ça arrive très souvent, ou l'inverse. Je pense qu'on est un couple, c'est un peu différent, quoi. Donc comment est-ce que vous organisez déjà la phase recherche, on va dire à deux? Oui, c'est complètement différent. T'as pas intérêt à te faire une offre pour te plaindre. Ah non. Non, pas du tout. Après, la recherche, c'est surtout David. Ça, il est vraiment toujours un petit peu à l'affût. Et puis, comme il connaît mieux que moi, en tout cas, le secteur sur lequel on investit, je pense que c'est plus aussi sa place de faire Ouais, ça. puis j'aime bien ça, ouais. Puis t'aimes bien ça. Après, des fois, il faut aussi que je le freine, hein, parce que là, clairement, on a dit qu'on avait assez de boulot pour cette année, mais ça ne l'empêche pas de m'envoyer régulièrement des annonces en me disant qu'il faut être Je suis toujours là-dessus, ouais, c'est vrai. Je vois genre le genre de discussion. Ouais, on va au resto ce soir et après, boum, non, là, c'est avec le bon point, on réponse. pousse au crime tout le temps. Donc, bref, tout ça, c'était. Mais bon, pour la partie recherche, on va dire, ouais, c'est plus David qui est à l'affût des annonces. Après, on visite toujours ensemble. C'est vraiment très rare qu'on n'ait pas l'occasion de visiter ensemble. Ouais, on n'a jamais. Enfin, il y en a un qui peut visiter en amont. Et si admettons ça le fait sur le grand immeuble, j'avais visité en premier. Je t'avais dit, il faut pas le louper. T'es venu très vite et on a. Sur le dernier immeuble. Sur celui où on a fait les 5 appartements. Ben non, parce que l'on a envoyé l'offre avant de le visiter. Ouais, oui, Alors. c'est vrai. Ah oui, là c'est un contre-exemple, mais c'est vrai qu'en général on fait la visite, fait la visite ensemble. Là pour le coup, s'il y avait que moi qui a visité. Alors on fait toujours les visites ensemble. Après, on sait tout de suite si ça match ou pas. Hein. Ça, en général, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, il y a pas de souci. Après, toi, t'es souvent plus optimiste que moi sur la partie travaux, justement. Ouais, peut-être moi, trop, ouais. Moi, j'ai tendance à dire, bon, bah là, c'est sûr, il y en a pour 300 000 de travaux. Si on achète tant, tac, il y a tel renta. Je dis non, c'est pas la peine, on n'y va pas. Moi, je suis assez tranchée sur le sujet. David, il va essayer de trouver des solutions, des fois, pour me pousser à l'achat. Mais voilà, après, malheureusement, on est tous pareils, c'est les chiffres qui comptent. Oui. Voilà. Et puis avec l'augmentation des travaux en plus de ça, c'est vrai que ça. Ouais, moi je préfère être ultra prudente là-dessus. Ouais, c'est vrai que je suis plutôt sur la réserve. Et mais voilà, en tout cas sur la partie recherche et visite et achat, on fait toujours tout ensemble. Les offres, en général, toi tu me proposes un prix, moi j'en enlève encore 20%. Ouais, c'est ça. Sarah fait les offres. Sarah est beaucoup plus agressive que moi sur les offres. Et tant mieux, hein. Moi tant mieux. Mais en gros, je laisse faire. Et puis on voit s'il y a un retour. Souvent il y a un retour, hein, même si nos offres sont des fois un peu basses, quoi. Après, ça nous est arrivé aussi de couper des affaires qui, après, avec un peu de recul, on trouve qu'on avait vraiment été ridicule de vouloir négocier autant alors que c'était déjà de très bonnes affaires. C'est clair. Bon, après, des fois, il faut être un petit peu aussi cohérent, j'ai envie de dire, parce que faire des offres au ras des pâquerettes, c'est bien, mais là, le marché, il s'est tellement tendu que c'était un coup aussi à perdre des biens, quoi. Ouais, exactement. Donc, voilà, je pense qu'il faut bien réfléchir les choses, bien calculer, il faut pas non plus faire des offres dans le vent, quoi. Tout à fait. Après, moi, je sais que mes offres, elles sont un peu basses, mais en général, c'est cohérent avec le prix du marché. Et si c'est vendu plus cher, bah tant pis, après, il faut pas regretter. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, ta deuxième question, c'était première question, c'était qui fait les recherches. Donc c'est principalement toi. Après, vous visitez à deux. Vous faites les offres à deux. Donc je pense que là on a fait le tour. Pour lever de la dette, ça a été simple parce que là vous avez quand même pas mal de au début très facile, ouais, parce qu'on était sur un marché bancaire qui était beaucoup plus souple que depuis le début de l'année. D'ailleurs sur ma dernière story, j'ai posé la question, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours pour savoir si l'octroi de crédit était plus simple dans le second semestre de cette année, mais clairement le retour a été plutôt non, c'est la même chose qu'au début d'année. Nous on le voit bien pour nos clients de toute façon. Donc, oui, on le voit. La question était vite répondue. Hein. C'est exactement où ça va en ce moment et nos clients ont du mal à obtenir des crédits. Ouais, c'est complexe en ce moment. Ça s'est bien durci. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de mal à lever la dette. On a un partenaire bancaire depuis toujours. Alors il faut savoir qu'on avait un projet aussi en Normandie, pas loin du cimetière américain. On voulait acheter une grange et faire de la LCD. On avait trouvé. On a fait une offre qui est passée. On a signé un compromis de vente et on a eu 5 refus bancaires. Oui, après 5 refus. Ils n'ont pas tous été étudiés, mais donc du coup on a. Après, c'est parce qu'on était en SCI avec une personne extérieure et je pense que c'est là aussi que ça a bloqué parce qu'ils nous font confiance tous les deux.
Oui. Et après, c'est vrai que vouloir intégrer quelqu'un, surtout cette année, moi, tous les banquiers, les courtiers me l'ont dit, c'est beaucoup plus compliqué de faire des SCI entre potes cette année. Donc, on aurait peut-être, oui, en effet, dû rester tous les deux. Après, c'est vrai qu'au début, étonnamment, on n'a pas eu trop de mal à emprunter. Pourtant, nos situations, je veux dire, n'étaient pas exceptionnelles parce que souvent les gens se disent, ouais, ils devaient avoir de l'argent, ils avaient hérité, les parents ont aidé. C'est absolument pas vrai. Tout à fait. Nous, au départ, on était richissimes, c'est une chose que je dis. David, il devait avoir 1200 € d'épargne et moi ouais, aussi, c'est à peu près, ouais. On était tout départ, près, ouais. On était à peu près On avait pareil. 1000 balles de côté chacun. Voilà, on Voilà. était super riches. Voilà. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais à mon compte, donc j'avais pas mon 3e bilan. Et toi, t'étais salarié, bon, après, tu gagnais, je sais Bah, 2000 balles. Moins que ça. Un peu moins, peut-être 1009, ouais. Donc, rien de foufou, et c'est vrai qu'on a quand même réussi à bien enchaîner dès le départ. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que ça a bien marché. Et c'est pour ça que je reviens sur l'importance du premier investissement. C'est clair. Tu te foires sur le premier, c'est plus complexe après. Ah bah surtout quand t'as 1200 € de côté, voilà, et puis un salaire pas de sécurité là. Voilà, par rapport aux travaux qui va jamais suffire quoi. Hein. Donc non, c'est sûr qu'il faut pas se rater quoi. C'est clair. Après, quand tu fais 140 000 € de plus-value, ça va mieux hein, tout de suite, bizarrement. Tout de suite, ouais. Mais c'était au bout de 2 ans, ça. Quand même. ouais, il fallait bien en tout cas la première année, il fallait pas se louper sur les travaux parce que on n'allait pas pouvoir nous éponger les plus-values. Hein. En tout cas, pas avec nous préparer. Ouais. Alors que dans le deuxième projet, on a eu un petit peu de plus-value travaux. Et justement, on a pu éponger cette plus-value. Plus-value travaux, c'est surcoût. Ça s'appelle surcoût. Surcoût travaux, ouais, excuse-moi. Ouais. Surcoût travaux. Okay. C'est comme ça que nous le marquent les artisans. Je vois toujours plus-value travaux. Sur la maçonnerie, plus-value. Ah oui, ça on connaît. Et donc du coup, surcoût travaux, de 20 ou 30 000 €, je sais plus, sur le deuxième projet, donc c'était pas mal. Et au final, parce qu'on a eu des complexités, on a rajouté des choses en cours de route. Et en fait, la plus-value qu'on avait fait au préalable a épongé en fait ce surcoût travaux, quoi. Chose qu'on n'aurait pas pu faire si ça avait été le premier investissement. Ouais, donc fallait pas se rater. Exactement. Ok, bah super. Et après, pour les travaux, comment vous faites ? Vous faites encore ça à deux pour les devis, contacter les artisans ? Alors après, derrière, le suivi. On appelle les mêmes entreprises, comme je te disais tout à l'heure, et on a tendance à soit je demande si Sarah t'as appelé telle personne, moi voilà. Et après, ça fait un feeling. On a les mails qui arrivent, les devis qui arrivent, on les met dans des dossiers, faut être bien organisé quand même, mine de rien, et que ce soit de manière numérique ou manière papier. C'est vrai que nous on a gardé un peu ce délire papier aussi, donc on a des classeurs sur chaque affaire qu'on fait, et on a des devis, donc et puis après derrière on regarde. Et ensuite, on les rappelle, on dit, voilà, est-ce qu'on a moyen de se voir ? On se voit sur place, on essaye de faire descendre un peu le prix. On négocie toujours nos devis. Et ça, Sarah est clairement meilleure négociatrice que moi. Moi, j'observe, je reste loin. Et au dernier moment, paf, le coup de maître. Non, mais c'est vrai qu'être à deux, t'as le bon flic, mauvais flic, là. Enfin, c'est une stratégie qui s'adapte beaucoup. Et puis quand on a un qui est un peu en retrait de l'autre... moi, avec mon associé, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, les agents, ils disent toujours la même chose. Ouais, ça va être chaud pour négocier. Parfois, mon associé, il a pas vu. Donc, je lui parle de l'appart et il me dit, vas-y, on envoie. Puis lui, il a fait les calculs, tu vois. Et lui, il a pas d'émotion. Il s'est pas laissé influencer par l'agent. T'essayes toujours d'être imperméable à ça, mais mine de rien, ça t'affecte quand même, quoi. Donc, quand t'en as un qui est un peu en retrait ou extérieur, je pense que c'est beaucoup plus simple pour négocier et pas avoir de scrupules, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas pour envoyer des offres comme ça. Puis après, t'as toujours l'autre qui peut rattraper le coup si jamais, oui, je sais. Voilà. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est vrai que nous, on a tendance à un peu essayer d'arrondir les angles, alors que Sarah va trancher dans le vif. Mais c'est très bien. Voilà. Ça crée un équilibre. Et au final, on arrive à s'entendre. Et après, c'est assez étonnant. Souvent, les artisans, ils vont plus vers moi parce qu'ils savent que Sarah va être beaucoup plus intransigeante que moi. Et tant mieux. Ah oui, c'est vrai. Oui, dans ce sens-là, d'accord. Oui, c'est vrai. Quand c'est moi qui appelle, ils aiment pas trop décrocher. Ouais, ils décrochent pas trop. C'est étonnant. Non, mais en fait, David, il va avoir tendance, c'est vrai, peut-être des fois à faire modifier 10 fois le devis, à essayer de trouver des solutions dans tous les sens et tout. Alors que moi, je vois le devis,
je sais à peu près où on va, et en fait, je me dis, ça sert à rien de leur faire changer 10 fois la façon de faire, ou 10 fois les montants, les trucs, les machins. Je préfère tout analyser d'un coup, et à la fin, voir avec eux, en fait, où on peut trouver des points d'amélioration, et là, dans ce cas-là, je les rencontre sur place, je vais sur le chantier, et il y a toujours des trucs, de toute façon, qu'on a oubliés. Donc, ça sert à rien de pianoter dans tous les sens, à un moment, faut aller droit au but, quoi. Moi, je suis un peu comme ça. Mais tu vois, ça crée ça fait une bonne équipe en tout cas. Ouais, franchement, ça fait et je pense que c'est bien. Et alors, je sais pas si c'est propre aux femmes et aux hommes, mais j'ai l'impression que les femmes souvent elles ont bien le souci du détail aussi à la réception des travaux et tout. Que nous, parfois, on est plus dans on fonce, puis après on verra quoi. Donc c'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu te dis c'est pas grave. Non, ouais, c'est pas grave. Ça ira comme ça. Ça ira comme ça. Et en fait, Sarah aurait tendance à dire non. Sarah qui passe derrière à dire tu démontes, tu recommences. Exactement. Mais tant mieux en fait, tant mieux parce que je pense que si j'avais investi tout seul, j'aurais des appartements peut-être de moins bonne qualité aujourd'hui, c'est même sûr. Et Sarah, je pense aurait moins d'appartements. Tu vois, c'est-à-dire que au final, moi, je suis dans cette volonté d'aller un peu vite et d'enchaîner assez rapidement, alors que Sarah va avoir tendance un peu à temporiser, ce qui est une bonne chose aussi. Et après, à l'inverse, moi, j'ai tendance à ne pas trop regarder les détails, les finitions, etc., alors que Sarah, oui. Donc, tu vois, je pense que moi, j'aurais peut-être plus d'appartements, mais de moins bonne qualité, et Sarah aurait moins d'appartements, mais de peut-être plus haute encore qualité. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, sans jeter des fleurs, c'est pas mal. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Ah bah top. Et alors je sais pas si vous voulez en parler, mais je sais plus si on a parlé en on ou en off. Sarah, toi t'as 2 enfants. Oui. Est-ce que je suppose que alors bon moi j'ai pas d'enfants donc ça doit créer un peu des complexités non dans les investissements, les endettements et tout ça ou pas spécialement. Alors, dans les assurances par exemple. Bah pour l'instant, on l'a pas vu. Après, pour les assurances, il y a aussi mon âge qui joue, forcément. Me regarde pas comme ça, je te vois. Je paye toujours plus cher que lui, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai qu'il a payé. C'est ouais. Et même beaucoup plus cher. Pour très peu d'années de plus. Ouais, pour 4 ans. C'est pas énorme, tu vois. Ouais. Et en fait, passer 35 ans, c'est ça, je crois. Hein. Passer 35 ans, c'est un truc de fou comment ils sont. Tu doubles quasiment ton coût d'assurance. Après, c'est vrai que non, le fait d'avoir des enfants, pour l'instant, en tout cas, enfin, ça nous a pas freiné au niveau bancaire. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça. Après, là où ça peut freiner, c'est peut-être dans le timing, en fait, dans le temps, parce que c'est vrai que clairement, il faut vraiment bien gérer ses journées. Après, moi, j'ai une chance, c'est qu'en étant conseillère en immobilier, j'ai énormément de liberté, en fait. Je suis très, très souple au niveau de mon planning. Donc, je m'organise en me disant, les enfants de telle heure à telle heure, ils sont à l'école. Ensuite, moi, j'essaie quand même au maximum de les récupérer à la sortie de l'école à 4h30, même s'il faut retourner au boulot derrière. Toute la partie paperasse et tout ça, je peux la faire à la maison. Donc, ce qui fait qu'elles sont pas délaissées, on va dire, parce que ça, c'est hyper important quand même. Faut pas mettre ses enfants de côté. Parce que l'investissement, c'est bien, sur ce que je dis, mais faut pas ni mettre son couple ni sa famille non plus trop de. Ah, bien sûr. C'est hyper énergivore et chronophage. Chronophage. Donc voilà, faut quand même savoir prendre du temps pour soi et pour sa famille. Et c'est vrai que les filles, elles ont tendance quand même à trouver l'équilibre. Hein. Ouais, tout à fait. Elles viennent de temps en temps avec nous sur les chantiers. Quand on fait la déco, elles viennent avec nous. Elles s'intéressent. Donc c'est plutôt cool, quoi. Bon, des fois après là, ça les saoule assez vite quand on va. C'est les enfants. Là-bas. Donc voilà. Donc après derrière, on essaie de gérer les timings et puis que tout le monde soit content et passer un bon week-end, quoi. Et c'est vrai que ça rajoute une difficulté, c'est sûr. Oui, après, on va pas se cacher, c'est que c'est quand même un peu de sacrifice, ce qu'on fait. Ah oui, tout à fait. Par certains côtés, c'est que on peut voir les potes qui partent 3 semaines en vacances, c'est cool. Pour l'instant, nous, on l'a pas fait en 3 ans. On prend une semaine, mais au bout d'une semaine, on sait qu'il faut revenir et puis on a aussi envie, je pense, de revenir. Parce qu'on a envie de se relancer dans le boulot, dans les investissements. On va vite s'ennuyer, quoi. Après, nous, on est comme ça. Hein. Après, nous, on est un peu des acharnés. Ouais, après, c'est des personnalités aussi. Hein. Je veux dire, c'est ça. Moi, je suis hyper active. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué à gérer. Non, mais c'est vrai que gérer des enfants, oui, voilà, oui,
ceux qui ont des enfants le sauront, au quotidien, déjà c'est du boulot mine de rien. Et vous rajoutez en plus de ça nos vies professionnelles et en plus de ça nos investissements, parce qu'aujourd'hui moi je quitte mon travail normalement là dans quelques mois. Tu vois, on vit pas encore totalement nos investissements, quoi. On pourrait, hein. Ah, parce qu'en fait, c'est trop tôt. C'est pas que vous avez pas assez de biens là, mais c'est un peu trop tôt, quoi. C'est même pas ça, c'est que je sais pas pour l'instant si on en a vraiment. Puis après, faut voir ce que tu as envie de faire aussi, quoi. Ouais. Non, on a envie en fait que nos investissements nous amènent de la liquidité, une épargne assez conséquente, à la fois avec bien sûr les loyers qu'on aura touchés et une plus-value latente. Et après derrière nous de vivre avec nos boulots en fait. C'est un peu ça. L'idée c'est ça pour l'instant. Parce qu'on aime ce qu'on fait aussi. Parce qu'on aime ce qu'on fait. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi tu quittes ton boulot ? Je quitte mon boulot parce que je veux avoir plus de temps. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, moi, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. J'ai un volume de biens qui est assez conséquent en termes de portefeuille. C'est chronophage, c'est super intéressant de bosser en études notariales. Pour en avoir justement parlé avec Claire et tout, qui est juriste, on apprend beaucoup de choses. Elle est huissier, c'est ça. Ouais, mais elle est juriste. Voilà, elle a des études de juriste en tout cas. Je souffle. Voilà. Mais par contre, en termes de temps, c'est un truc de fou, quoi. C'est ultra chronophage. Donc, bien sûr. Clairement, t'es salarié. Donc, je suis salarié. C'est 9h, 19h30. T'es au boulot, t'en bouges pas. C'est vrai que moi, j'ai cette souplesse de me dire, là, je peux prendre une demi-journée, je gère les devis, enfin, les rendez-vous artisans, il y a pas de problème. Que toi, c'est vrai que t'es obligé de te tenir à ça, donc du coup, t'es obligé de soit le faire entre midi et 2 ou entre 2 rendez-vous, enfin, c'est pas facile, quoi. C'est ça. Donc, c'est le même schéma, en fait, je pars pour rejoindre le groupe de ça. Ouais. Ok. Top. J'ai des dernières questions. Je sais pas si vous vouliez rajouter un point. Non, tu avais posé une troisième question, je crois, tout à l'heure. Gestion des travaux, ça on avait fait. Ouais. Et après, la mise en loc, tiens, on peut en parler. La mise en loc, c'est vous qui gérez ça ? Ouais. Oui, on gère tout, ouais. Après, c'est votre métier aussi. Hein. Enfin, je sais pas si vous faites du... Non, on fait pas de location, non. Dans vos métiers, vous faites pas de location. Que de la vente. J'ai fait au tout début de mon activité. Moi, j'avais fait, au sein d'une agence immobilière, avant d'arriver en études, j'avais fait de la loc, mais c'est pas un truc qui me fait vibrer, quoi. Ah je peux bien. Je peux comprendre. Voilà. Vous avez un petit conseil ? Est-ce que vous avez un petit conseil de choix de candidat ? En fait, nous, c'est énormément au feeling. Et après, là, c'est vrai que c'est compliqué de donner des critères. Bien sûr, on fait toujours une présélection, j'ai envie de dire, avant d'effectuer les visites. Moi, j'ai une technique, mais je peux pas la dire. Mais je te la donnerai en off. Non, mais il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Je vais taper dessus et attendre combien de temps ça qu'il pleure, voilà. Je te donnerai en off parce que, enfin, c'est vrai elle est pas perspicace. Après, c'était pas le terme, mais après, je pense que nous, on a besoin de rencontrer, c'est vrai, les personnes, et souvent, on prend des gens qui n'ont pas forcément des super situations, mais il faut que ça matche, en fait. Ouais, faut que ça matche. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Là, tu vois, on a eu un T3 qui s'est libéré. On a fait des visites hier. On a eu 3 visites et on sait qui on va prendre. Ok. Il y a un feeling. Est-ce que petite question, parce qu'en fait, ça m'est arrivé hier aussi. En fait, hier ça m'arrive jamais quasiment, mais hier, mon associé il a fait visiter un bien et il y a des gens qui ont demandé une contre-visite pour de la loc. Moi, ça m'arrive quasiment jamais. Et la seule fois où ça m'est arrivé, c'est des locataires que j'ai, c'est un peu des casse-pieds, quoi. Est-ce que ça vous arrive souvent, les contre-visites de loc, et est-ce que vous avez... Non, parce que en fait, en plus, le marché, il est tellement tendu que j'ai envie de dire, ils sont même à nous dire qu'ils veulent l'appart tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Hier, avant de le voir, visite, dans les 5 minutes, ils nous avaient déjà renvoyé un message en disant j'espère que l'appartement est pour nous, on a eu le coup de cœur. Non, ils ont même pas le temps de faire de visite. Déjà sur les... moi, ça m'est arrivé peut-être 2 fois sur 100, je sais pas, tu vois. Enfin, peut-être j'ai dû mettre 100 locataires dans mes apparts. Ça m'est arrivé 2 fois. Enfin, une fois où on l'a fait vraiment. Et bon, maintenant, ils sont là depuis 3 ans, ils payent et tout, mais au début, ils nous ont un peu mis la misère. Et tu vois, ils avaient fait, après l'état des lieux, alors, heureusement, j'ai un gestionnaire, mon gestionnaire, il faisait que m'envoyer des mails, et je lui dis,
attends, en gros, je te paye pourquoi? Moi, je suis pas là pour faire le tampon. Il me dit, mais je t'en envoie 1 sur 7 de ce qu'il m'envoie. Et je voyais les mails, c'était CF photo 55 de l'état des lieux, tu vois. Ils avaient pris plus que 50 photos de l'appart. Oh la Pour, vache. Ouais. je pense qu'ils avaient eu une mauvaise expérience ou je sais pas, tu vois, précédente. Bon, maintenant ils sont là, ils payent. Il y a un truc qu'on fera plus, par contre, c'est une coloc, une coloc de jeunes mecs. Je ferai plus ça. Et ça, c'était ton choix. C'était mon choix parce que je les connaissais. Ils sont gentils si tu veux, mais le problème c'est qu'ils font la jaille tout le temps. Ouais, ils font la jaille tout le temps. C'est les fêtards quoi. Et le problème c'est que ça a fait fuir 2 de nos locataires qu'on avait en dessous et qu'on avait depuis 4 ans. Et du coup c'est un peu dommage. Mais après bon bah c'est comme ça. Mais oui ça c'est tout à chacun. Si vous le faites peut-être en rez-de-chaussée quoi. Si vous avez un appartement rez-de-chaussée, pas en étage. Une maison individuelle. Ou une maison individuelle. À la limite, coloc de mecs et tout. Parce qu'en général, ils payent, il n'y a pas de souci. L'appartement qu'ils nous ont rendu, il était pas sale. Il y a eu juste une chaise de cassée, donc c'est pas la folie non plus. Mais, une plaque de cuisson, ouais. Et, mais par contre, c'était la jaille tous les samedis, quoi. Vendredi, samedi, c'était la teuf, quoi. C'est comme ça. Ouais. Ouais, bah, c'est toujours, après, c'est sûr que on a des a priori, du coup. Les jeunes, pardon? Non, je dis forcément, à force d'avoir des locataires, même si nous, franchement, on a de la chance, on n'a pas eu de gros soucis, hein. Ils sont tous hyper respectueux, très gentils, ils payent et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même certains profils, du coup, après, sur lesquels tu vas te méfier parce que tu as eu des mauvaises expériences. Après, malheureusement, ils sont pas tous comme ça. Mais forcément, ce type de profil, tu vas avoir tendance à les éliminer d'office, quoi. Ah, direct, ouais. Ah, non, c'est sûr. Mais t'en as, tu vois, moi, une fois, j'ai un gars, il est venu, franchement, ça passait assez bien. Mais ça se voyait que c'était un gars un peu, encore ado, tu vois. Enfin, je sais pas, il était pas super propre sur lui, il avait des chaussures avec un peu de la terre et tout. Après, ça s'était bien passé, il avait un boulot et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais lui donner l'appart. Et puis, en fait, pour la Visale, il a mis 10 ans à avoir les papiers et tout. Enfin, tu vois, en fait, c'est le fait qu'il présentait pas propre sur lui et tout, c'était souvent en fait bah c'est un tout quoi. Et c'est les docs bah ils les ont pas, ils savent pas quand, ils savent pas même si tu vois, il avait l'air très il était poli, il avait un boulot, enfin c'était sur le papier souvent c'est un bon candidat quoi. Ouais. Après c'est ça et tu vois tu as des gens après c'est pas tous mais au chômage, il y en a et c'est qu'en fait ils ont pas les codes de la société, tu vois. C'est juste que peut-être qu'ils ont est-ce qu'ils sont au chômage, c'est la conjoncture ou c'est juste qu'ils savent pas rien qu'envoyer des documents au bon moment et moi j'en ai, ils savent même pas faire un virement, ils ont 20 ans, ils sont là oui. Comment enfin, faire, ça nous est pas arrivé souvent mais tu vois ils sont là, ils vont à la banque à 20 ans parce qu'ils savent pas faire un virement donc des fois voilà, mais la plupart des locataires bien sûr, ça se passe très bien hein, et puis on les mais tu vois, moi j'avais eu sur mon premier appartement, j'avais eu 3 personnes, j'avais eu 2 CDI, un garçon, une femme et une dame en CDD. Qui était étrangère en plus de ça, et j'ai pris cette dame-là, CDD étrangère. Et au final, elle est restée 4 ans, elle a fait 3 ou 4 de nos appartements, et ça s'est toujours super bien passé. Elle était super sympa. Ouais, et elle est malheureusement partie à cause de ce duo de la mecs. coloc, ouais. Voilà. C'est clair. Ça. Après, c'est à vous de sentir, faut toujours un peu sentir, et puis après, faut comparer aussi, hein. Parfois, t'as 15 demandes, bah, écoute, tu prends t'en as un, il a un profil top et puis tu prends. C'est ça. Hein. Ah ouais, puis maintenant, moi je leur dis d'office, hein. Si vous êtes pas calme et respectueux, c'est pas la peine de venir chez nous. Après, les gens vivent comme ils vivent, c'est un peu compliqué à gérer. Ah, mais bien sûr, et puis il y a de l'unité. T'es obligé de vivre aussi en fonction des autres. Je veux dire, tu peux pas faire la foire tout le temps et pas respecter en fait les gens qui habitent dans l'immeuble, c'est pas possible. Ah, c'est sûr. T'as beau être jeune, il y a quand même le respect. Bien sûr. Et puis il y a des vieux qui sont pas respectueux non plus. Dernière question que je vais vous poser, c'est la revente. Comment vous, par exemple, les 3 apports là, comment ça vous est venu l'idée de revendre? Parce que forcément vous aviez une bonne renta.
Est-ce que, je sais pas, à un moment vous avez fait les calculs, vous avez dit en fait c'est 10 ans de loyer qu'on récupère en une fois. Ouais, c'est un peu le calcul qu'on a fait. On a vu que le marché avait bien augmenté et en fait sur un coup de tête le premier, on s'est dit tiens vas-y on teste à un prix fort et même plus fort que ce que toi tu pensais parce que autant moi je veux acheter peu cher que je veux revendre très cher par contre. Ouais, vraiment. Ouais, ça c'est un peu les deux faces d'une même pièce, hein. Faut pas se leurrer. Et donc, on avait tapé vraiment très très haut pour le premier. Hein. Et au final, ça s'est vendu un tout petit peu en dessous. On a fini par accepter parce qu'on s'est dit non, mais il y a un moment où il faut être cohérent et on regardait la plus-value qu'on allait faire et on s'est dit bon bah allez on y va. Et surtout, ça nous permettait derrière de pouvoir réinvestir, de donner confiance à la banque parce qu'on avait de la trésorerie. Donc on y a été et je pense que c'est ce qui nous a fait, ça nous a fait prendre goût forcément à la revente. Donc on en a revendu 2 l'année d'après. Mais c'est aussi que le premier investissement c'était dans une copropriété et nous on en avait un petit peu marre de la copro. On s'est rendu compte qu'acheter des immeubles et faire de la découpe c'était beaucoup plus simple pour nous. En monopropriété on n'avait pas les problèmes de la copro à gérer. Et c'est aussi ça qui nous a fait revendre plus vite. On en avait marre en fait de devoir se battre pour faire des menus travaux dans les parties communes. Donc c'était plus simple de revendre cela en premier. Ok, top. Ça on a vu. L'invité, Amaury Tardy, en plus je lui avais déjà parlé. On s'est retrouvé complètement par hasard sur un groupe WhatsApp. Okay. En fait, c'était assez drôle. Je peux raconter vite fait l'anecdote. Il y a un gars qui est assez connu, Théophile Hélier, sur les réseaux. Je sais pas si vous le connaissez. Et en fait, il avait, donc après, c'était il voulait pour ses formations avoir des coachs. Et moi, je m'étais dit que j'aimerais bien rentrer un peu dans le process pour voir un peu comment il recrute ses coachs, combien il les paye, qu'est-ce qu'il leur demande de faire et tout. Parce que nous, au tout début, en fait, nous, on a un petit groupe de personnes qu'on coach justement. Donc je m'étais dit voir un pied dedans, un peu faire de l'espionnage industriel si on peut dire ça. Et un jour il y a eu un groupe donc il fallait je sais plus avoir au moins 5 ou 10 appartements, je sais plus exactement les critères. Et d'un coup je suis ajouté à un groupe WhatsApp et en fait j'avais 60 mecs d'investisseurs IMO quoi qui avaient répondu à cet appel d'offres. Et je pense qu'il est toujours actif. Et puis à un moment, j'ai dit tout le monde a commencé à se présenter, tu vois, dans le groupe. Je sais pas s'il en a retenu, je sais pas ce qui est arrivé avec ça, mais c'est un peu la poule aux œufs d'or ce groupe. À mon avis, sur les 60, je sais pas, tu dois avoir au moins 50 millions d'immobilier accessible en 2 phrases, quoi, tu vois. Et il y avait ce Amaury dedans, donc qui s'était présenté. Après, je sais plus, je lui avais parlé rapidement. Et on avait parlé qu'il intervienne sur le podcast, mais ça fait déjà plusieurs mois. C'est vrai que j'ai une liste d'invités, souvent un peu à rallonge, mais je vais le contacter du coup. Donc j'ai une dernière question pour vous. C'est quand est-ce que vous avez eu le plus peur pour vos finances, si ça arrivait à un moment? Quand est-ce que l'argent, ça vous a un peu effrayé? Ou le manque d'argent plutôt? Depuis qu'on investit, tu veux dire? Ouais. Peu importe. Il n'y a pas de... Pas de mauvaise réponse. Après, bizarrement, moi, je suis plus inquiète pour les finances, j'ai envie de dire maintenant avec le marché actuel que je l'étais au début. Peut-être parce qu'on devient en fait aussi quand même par un certain côté assez prudent parce qu'on connaît les chiffres, on connaît les aléas de la rénovation et tout ça. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut être plus prudent en fait sur ses investissements et bien maîtriser ses coûts parce qu'avec l'augmentation qu'il y a eu, les difficultés d'emprunt et tout ça, on sait forcément que le cash flow ou la renta entre guillemets va être moindre. Donc je pense que c'est plus là vraiment qu'il faut être ultra vigilant et moi je pense que perso je suis un peu plus pas plus stressée mais je fais beaucoup plus gaffe aujourd'hui quoi. Ouais, parce qu'en fait, t'arrives sur après, c'est une question de aussi où tu mets ton curseur, mais d'un premier appartement à 18 appartements, donc là, c'est à peu près le volume qu'on a en termes de lot. Donc on arrive sur un petit bateau quand même, mine de rien. Et arrivé à ce moment-là, il faut faire quand même attention. Les prises de risque, en fait, après derrière souvent sont plus importantes parce qu'en fait, on a l'habitude d'acheter des gros volumes et donc de les diviser, etc. Certes, on a plus de cash. Donc en effet, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on échangeait là-dessus, tu as tendance à peut-être être moins vigilant. Et donc du coup, arrivé à un moment donné, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même une externalité, c'est l'état du marché actuel. Aujourd'hui, tu as les banques qui freinent à bloc,
t'as l'euro qui commence à vraiment prendre une claque, t'as les travaux qui ont explosé, t'as une inflation galopante. Donc il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui font que là l'année 2022 faut faire un peu plus gaffe quand même. Faut pas se lancer à l'aveugle. Et en plus là on a quand même la hausse des prix. Quand t'achètes maintenant, tu tapes quand même la hausse des prix. On en a profité d'un côté et puis de l'autre, t'achètes plus cher aussi, quoi. Tout à fait. Sur l'immobilier. Donc là, clairement, au deuxième semestre, nous, l'objectif, c'est de finaliser tout ce qu'on a en cours. Faire les travaux sur les biens qu'on a qui sont en attente là parce qu'on s'était gardé bien sûr des possibilités, mais là je pense que clairement on rachètera pas. Bon, déjà on a un projet de promotion de toute façon qui arrive derrière sur 2023, mais je pense que fin 2022 on va observer, on va stabiliser surtout et optimiser en fait tout ce qu'on fait déjà et tout ce qu'on a déjà dans notre parc, et je pense que c'est une période qui va être bénéfique quand même aussi pour nous, en tout cas. Ah bah niveau vie de famille, si on peut dire ça ainsi. Oui, aussi. ça permet d'avoir plus de temps. Moi, je vais quitter mon travail dans quelques mois, donc ça va aussi, on va gagner du temps. Oui, il y a plein de choses à anticiper, mais c'est vrai à un moment donné, c'est bien d'acheter, mais il faut essayer de tout consolider, que ce soit vraiment un truc très 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 stable, et après derrière déjà analyser le marché et repartir éventuellement pour refaire ce que vous avez fait, parce que en général, quand c'est une équipe qui gagne, il faut continuer, quoi. Non, mais faut savoir se poser pour vraiment optimiser ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'il y a plein de possibilités d'amélioration encore, et il faut bien creuser, mais c'est ça. Ça va nous permettre, je pense, ces 6 mois là de repartir. Enfin, c'est pas qu'on est sur de mauvaises bases, mais de repartir sur quelque chose d'encore plus serein. Et en plus de ça, c'est la banque nous l'a demandé, hein. En fait, en gros, comme on disait, le projet de Normandie, ils ont donné 2 raisons. C'est qu'au final, ils voulaient qu'on finisse tout ce qu'on avait engagé. Et la deuxième chose, c'est que c'était en extérieur de leur juridiction, si tu veux. On a été en Bretagne, on est en Bretagne, et on a fait des demandes de prêt pour une autre région. Et là, ça avait tendance à tiquer, quoi. Et aussi le fait qu'ils voulaient absolument, enfin notre banquier voulait absolument qu'on stabilise tout ce qu'on était en train de faire en termes de travaux et avoir un retour sur les investissements de 3 à 6 mois pour voir un petit peu ce qui rentre, ce qui sort, etc. Oui, clairement, tous les éléments 2022, là, finalement, je veux dire, c'est un mal pour un bien, parce que je pense que c'était la bonne période pour nous, pour faire on va dire un petit break, même si c'en est pas un, parce que là on a 3 projets en cours, construction, rénovation et promotion, donc on ment un peu en disant ça, mais pour nous c'est presque un break, parce que finalement on va pas signer de compromis. On ne rachète pas, quoi. On rachète pas. Et on va rénover les biens qu'on a achetés début d'année. Exactement. Mais pour nous en fait ça va être bénéfique. Ouais. Ok, top. Écoutez, j'étais super ravi de vous avoir, et puis j'espère qu'on se verra un jour à un événement IMO, hein. Je pense que ça arrivera. Merci à toi pour l'invitation. Je vous souhaite tout le meilleur, hein, dans votre vie de couple, d'investisseur, de promoteur, et tout ça. Toutes les facettes. Toutes les facettes. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis à très bientôt alors. Hein. À très bientôt. Salut, ciao. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que David et Sarah vous auront inspiré, que vous soyez en couple tout seul pour vous lancer dans l'investissement. Vous voyez comme quoi ça peut changer la vie super rapidement. Comme toujours, pensez à liker, partager, commenter et à me prendre une petite photo de l'endroit où vous étiez pendant l'écoute de ce podcast et à me la partager en story. Ou sinon, vous pouvez toujours m'écrire à info@byebyepatron.net. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à très bientôt.